Bon, bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Cette fois, je la fais depuis l'intérieur parce que là, il est 18 h, il fait déjà nuit dehors. Je filme aussi avec un téléphone Xiaomi tout pourri, donc j'espère que la qualité, elle sera bonne. La qualité audio, parce qu'en vrai, vidéo, il n'y a rien à voir. Donc, juste, j'espère que ce que je dis, au moins, ça sera intéressant. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours. Pas toute ma vie entière, hein, on s'en fout, hein, mais de mon parcours académique et professionnel, on va dire. Donc, toutes les formations que j'ai faites, tous les salaires que j'ai touchés, comment j'ai fait pour travailler dans l'informatique, comment je suis parti en Suisse, combien j'ai gagné en Suisse, combien j'ai gagné en tant que freelance et comment je suis parti au Vietnam, toutes ces choses-là, combien j'ai économisé. Donc vraiment, je vais vous donner le maximum d'informations dans cette vidéo. Et donc, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandaient quelle formation j'ai fait, comment j'ai fait, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Là, si je suis en train de baisser les yeux, c'est que je suis en train de regarder sur mon ordinateur cette fois. Et j'espère que la vidéo sera pas longue. Là, vous avez l'impression que je fais toutes mes vidéos à l'arrache, mais je prépare quand même un minimum. Donc en fait, je note tout ce que j'ai envie de dire, et après je fais un test. Et si je disais tout ce que j'ai noté là, la vidéo, elle ferait 1 h 30. Et clairement, c'est trop long. Enfin, c'est pas trop long. Moi, ça me dérange pas de faire des vidéos d'1 h 30, mais personne va regarder une vidéo d'1 h 30 d'un mec qui parle sur son canapé. Donc là, j'essaye de vraiment résumer au maximum pour pas que la vidéo soit trop longue. Bon allez, je commence déjà qui je suis. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais moi, homme maghrébin. Donc moi, c'est mes parents qui viennent du bled. Je suis ce qu'on appelle la deuxième génération. Et donc d'où je pars dans la vie aussi, je pense que c'est important de le préciser. Donc moi, je suis vraiment comme 99% des enfants d'immigrés maghrébins en France. Donc pas d'héritage. J'ai pas un oncle qui a une entreprise quelque part qui va me pistonner des trucs comme ça. J'ai zéro réseau, j'ai rien. Donc vraiment, je pars de zéro. De toute façon, si j'avais des relations, si jamais je rencontre des personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, des trucs comme ça, je vais vous le dire dans la vidéo. Mais là, vraiment, au départ, je pense que comme tout le monde, on part tous de zéro. Pas de relation, pas de capital de départ, rien. Donc là, voilà, pour aller rapidement. Donc au début, enfance HLM, comme tout le monde. Et après, nous, à l'âge de 12 ans, mes parents ont acheté une maison. Donc on a déménagé dans une maison. Et là, j'ai vécu dans un lotissement. Donc vraiment, là, c'était avec des Français de souche. J'avais pas mal d'amis français à cette époque. Français de souche, je parle. Donc vraiment, j'ai connu les deux univers. Donc là, voilà, collège, lycée, on s'en fout. Lycée, j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac scientifique, je suis parti faire mes études à Lyon, à la Doua. Mais de toute façon, de base, je suis pas très loin de Lyon. Donc je suis allé faire mes études à Lyon, donc une licence de chimie à la Doua à Villeurbanne, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, pour ceux qui voulaient s'orienter dans ce domaine, ne faites pas de chimie, c'est bouché, il n'y a pas de boulot. Ne faites pas chimie, ne faites pas biologie pour ceux qui veulent faire des études en sciences. Donc là, après mes études, après ma licence, une fois que j'ai obtenu ma licence, il fallait que je parle anglais. Donc là, j'étais avec un pote à moi et on a décidé de partir en Australie pour 1 an. C'était les PVT. PVT, c'est permis vacances-travail. En fait, c'est un visa qui te permet de travailler en Australie pendant 1 an. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait là. Il y a plein de vidéos en ce moment, tout le monde veut partir et je vous encourage à partir. Franchement, mon niveau d'anglais, il était de zéro. Quand je suis revenu d'Australie, je parlais anglais fluent, tu vois. J'avais toujours un accent dégueulasse, hein. Et d'ailleurs, ça aussi, il y a un point que je voulais vous dire en France. En France, le niveau en anglais, il est éclaté. Il est vraiment, vraiment bas. Franchement, l'éducation nationale, sur l'enseignement de l'anglais, faut vraiment tout revoir parce que le niveau, il est vraiment éclaté. De tous les pays que j'ai fait, là, même la Thaïlande, tu vois, les gens, ils vont pas à l'université, mais tout le monde parle à peu près anglais. Mais en France, le niveau est vraiment bas. Donc, ne comptez sur personne d'autre que sur vous-même pour apprendre l'anglais. Et si vous voulez vous expatrier, l'anglais, c'est vraiment la base. Dans n'importe quel pays, par exemple, quand j'étais en Suisse, tu vois, on partait du principe que tu parles anglais. Tu es censé parler anglais. On te demande même pas est-ce que tu parles anglais. C'est le mec qui vient, il fait l'entretien en anglais directement. Et toi, tu as intérêt à comprendre et à répondre, tu vois. Pour lui, c'est pas un piège qu'il est en train de te tendre. C'est que vraiment, pour lui, normalement, si tu viens postuler en Suisse dans un travail d'ingénieur ou un truc comme ça, tu es censé parler anglais. Donc, mettez-vous à l'anglais, ceux qui ne parlent pas anglais. C'est indispensable. Si vous ne parlez pas anglais en 2024, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez aller nulle part. L'anglais, c'est obligatoire aujourd'hui. Donc voilà, on est parti en Australie pendant 1 an. Et après, on est revenu, on a appris l'anglais, machin. Je suis revenu, j'ai fait mon master. Donc cette fois, j'ai fait un master en physique. Donc quelle branche de la physique? Physique nucléaire pour ceux que ça intéresse. Et donc là, c'était 2 ans. Première année, c'était cool, tu vois. C'était euh, vraiment la physique nucléaire, la chimie, de la mécanique. On a tout fait. Franchement, c'était super intéressant. Et deuxième année, donc c'est là qu'il fallait faire l'alternance. Et franchement, ça m'a dégoûté. L'alternance, c'était Word. J'ai passé mes journées dans un bureau à travailler sur Word, à rédiger des notes. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment
à faire un truc scientifique, tu vois, sur le terrain, calculatrice, tu fais des calculs, tu fais des dessins en 3D, des trucs comme ça. Mais non, c'était tout sur Word. Et d'ailleurs, ce master, je l'ai pas eu à cause de mon alternance. Franchement, mon rapport de stage, il était éclaté. Donc là, pas de diplôme de master. Et ça aussi, faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet. Mais là aussi, je me dis que l'éducation nationale en France, ils ont bien fait leur taf dans le sens où ils ont fait croire à tout le monde que sans diplôme, t'es une merde. Tu vois, si t'as pas de diplôme, tu n'existes pas, tu ne peux rien faire. Mais ça, les gars, mettez-vous bien en tête que c'est uniquement en France. On ne m'a jamais demandé mes diplômes nulle part ailleurs. Donc tout le monde s'en fout de vos diplômes. Ailleurs dans le monde, c'est les compétences qui priment. Donc soyez compétent dans un domaine, soyez même expert dans un domaine si vous le pouvez, et même si vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. Du moment que vous êtes bon dans ce domaine, vous allez avoir le taf. Et de toute façon, il y a un entretien, tu le vois directement. Moi, mes entretiens que je faisais, tu vois, c'était des entretiens techniques. Mais moi, là, si je devais faire un entretien avec quelqu'un, lui faire passer l'entretien, je vous jure, après 5 minutes, je sais si le mec sait de quoi il parle ou pas. Je m'en bats les couilles de ses diplômes. Donc, arrêtez de vous focus sur les diplômes. Même sans diplôme, vous pouvez trouver du taf. Si c'est juste pour trouver du travail, vous inquiétez pas. Si vous avez les compétences, si vous savez de quoi vous parlez, si vous êtes expert dans un domaine, je me fais pas de soucis pour vous. Donc là, je termine ce master. Et après le master, du coup, tu touches le chômage. Ça aussi, c'est un truc qui est bien en France. Et au moins, ils donnent le chômage. Tu vois, tu as des pays, tu travailles pas, t'as rien. Mais là, j'avais le chômage. Mais vu que c'était un salaire d'alternance, j'étais à peut-être 1000 euros, un truc comme ça. Donc là, mon chômage, il devait être de 700 euros. Franchement, c'était ridicule. 700 euros, tu peux rien économiser. Et là, tu es là, du coup, tu trouves pas de taf, tu galères, tu touches ton chômage, ça arrive à la fin. Et je vous jure, à cette époque-là, c'était l'une des pires périodes de ma vie. T'es au fond du trou, tu vois. Et en plus, tu vois tous tes potes, des gens que tu connais, ils sont là, ils commencent à se marier, ils achètent des maisons, ils ont un CDI, ils font des enfants. Et tu vois, tu peux pas t'empêcher de te comparer aux autres, c'est normal. Donc t'es là, t'as vraiment l'impression de stagner dans ta vie. Tu dis, putain, qu'est-ce que je fais? T'es là, t'approches la trentaine. Heureusement, j'avais pas encore 30 ans à cette époque. Mais t'as vraiment l'impression de rater ta vie, tu vois. Tu dis, je suis à un tournant de ma vie, la virage. Et toi, tu sais, sorti de route, tu vas finir droit dans le mur. Tu sais, quand t'es là, tu restes chez toi à rien faire toute la journée. Tu sais, je traînais sur les blogs et j'étais tombé sur des mecs qui faisaient des blogs sur le Japon. Et je regardais, tu vois, t'es là. Tu sais, tu dis leur histoire, ils ont l'impression de kiffer la life. Et toi, t'es là, t'es perdu, tu fais rien, t'as pas d'avenir, tu vois, t'es là, tu dis, vas-y, je vais aller au Japon. Donc là, je suis parti au Japon pendant cette année-là. Enfin, un an après, du coup. Et j'ai fait pareil, comme j'avais fait un PVT en Australie, j'ai fait un PVT au Japon de un an. Donc là, voilà, j'arrive au Japon, je parle pas japonais, je parle anglais, j'ai pas de compétences, je sais rien faire, tu vois. Je voulais juste être loin de tout, tu vois. Des fois, quand t'es perdu comme ça, tu te dis, vas-y, j'ai envie de partir ailleurs, je repars à zéro, personne me connaît. Tu sais, t'as l'impression c'est un nouveau départ. Ben moi, j'étais dans ce mode-là dans ma tête. Tu sais, personne me connaît, vas-y, je commence, nouveau départ, on va essayer. Et là, je vais dans une share house. Donc les share house, c'est des maisons partagées. C'était une maison, t'avais une vingtaine de chambres, et chaque chambre, t'avais deux personnes par chambre. Et là aussi, coup de la providence, le destin, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis tombé dans une chambre, j'étais avec un mec, c'était un Algérien. Un Algérien donc d'Algérie, il avait fait ses études en France et après il avait chopé un taf au Japon. Il bossait comme, c'était pas vraiment trader, lui il était développeur, mais c'était toujours dans le domaine de la finance. Je vais vous mettre une vidéo de la chambre dans laquelle je vivais, si ça, pour ce, pour voir à peu près l'environnement dans lequel j'étais. Je vais vous montrer la chambre dans son ensemble. Donc là, il y a son lit. Mais lui, en fait, il bosse, donc il se lève tous les jours à 6 heures du matin. Et il rentre le soir vers 6, 7 heures. Et en fait, tout le monde travaille dans la maison, donc je suis... Là, la journée, il y a personne, je suis toujours tout seul. Et je me rappelle, moi j'étais là, je faisais rien, tu vois, parce que même au Japon, j'avais un petit taf tout pourri dans une école avec des gamins de 3 ans, et c'était que le week-end, donc c'était que un jour par semaine, c'était juste assez pour me payer mon loyer et ma bouffe, tu vois. De temps en temps, je faisais des petits tafs pendant 2, 3 semaines, mais tu vois, c'était temporaire, donc juste tu payes ton loyer et ta bouffe, rien d'autre, tu vois, t'économises même pas en fait. Tout ton argent, ça te sert juste à survivre sur place. Et donc ce mec-là qui s'appelait Jalil, si tu regardes cette vidéo, frère, lui, il était là, je me rappelle, il faisait des entretiens en anglais avec des grosses boîtes, que ce soit à Paris, Londres, New York. Le mec, il était là avec des gros cabinets, tu vois. Entretien en anglais, ça parlait de code. Et moi, j'étais allongé dans mon lit, je faisais rien, je l'écoutais, tu vois, je voulais pas faire de bruit pour pas déranger. Et tac, dès qu'il raccroche, j'ai dit, vas-y, Jalil, j'ai envie de faire comme toi, tu vois.
Et c'est lui, en fait, qui m'a mis dans le domaine de l'IT. Il m'a dit, je te conseille d'apprendre le Java. Je te jure, il m'a juste dit ça. Je suis allé sur Google, apprendre le Java, et là, je suis tombé sur le site Open Classroom. Donc, c'est un site français en plus. Et Open Classroom, tu as des cours dans tous les domaines, principalement dans l'IT, mais apparemment, il y a plein d'autres domaines. Et là, je commence le cours de Java. Il était en difficile en plus. Et je partais vraiment de zéro, tu vois. D'ailleurs, c'était pas la meilleure chose à faire. J'aurais plutôt dû commencer par HTML, CSS, JavaScript, ensuite Java. Mais moi, tu sais, déter, j'ai commencé directement par Java. Tu vois, c'est bien expliqué, c'est pas le problème du cours, c'est pas que c'est mal expliqué. Tu sais, t'as des exemples vidéo, t'as des exercices, c'est vraiment, ça part de zéro. Et ça t'explique tout pas à pas, tu vois, genre télécharge Eclipse, installe-le sur ton ordinateur, ensuite tu cliques là-bas, tu vois, ça te montre vraiment tout. Mais dès que tu commences vraiment à rentrer dans la partie technique, je vous jure que c'est compliqué hein, quand tu pars de zéro. Mais heureusement, j'avais Jalil dans la chambre. Donc à chaque fois que j'avais une question, que je galérais sur un truc, tu vois, j'attendais qu'il rentre du taf le soir ou le week-end et je lui demandais, je dis, ah, comment ça, explique-moi ça rapidement, tu vois. Lui, il me l'explique, ça lui prend 5 minutes, mais moi, ça me fait économiser une semaine de taf. Donc c'est comme ça que j'ai petit à petit j'ai appris Java. Je connaissais vraiment que les bases, mais tu vois des bases solides, on va dire. Et donc là, c'est la fin de mon PVT. Donc j'arrive à la fin, je me dis putain, retour en France, qu'est-ce que je vais faire? J'avais même pas d'argent, j'avais rien. Pour vous dire, j'ai demandé à mon petit frère de me faire un virement de 500 euros pour rentrer en France, tellement j'avais pas de thunes, tellement j'étais en galère. J'avais rien, donc il me fait le virement. Tu sais, tu prends les vols les moins chers avec 15 heures d'escale à Istanbul. T'es là à traîner dans l'aéroport pendant 15 heures, tu rentres, t'as rien. Et là aussi, je vous jure, c'est chaud. Hein. Franchement, je pense que c'est dans ces phases-là que certaines personnes tombent en dépression. Donc là, tu rentres en France, tu retournes chez tes parents, t'as rien, et en plus, va justifier 2 ans de trou sur ton CV, tu vois. Imagine, tu réussis à choper un entretien, tu te pointes, ouais, j'étais au chômage pendant 1 an, et après, je suis parti au Japon pendant 1 an. Tu sais, le mec qui va te dire, mais donc t'as rien foutu pendant 2 ans, en fait. Parce qu'en plus, pendant 2 ans, t'as tous les nouveaux diplômés qui sont arrivés sur le marché, et t'as tous les anciens qui, eux, ont pris 2 ans d'expérience. Donc là, je te jure, c'est compliqué à justifier 2 ans de vide sur un CV. Hein. Donc là, je m'inscris à Pôle emploi. C'est quand tu t'inscris sur, à l'époque, c'était Pôle emploi, là, c'est France Travail. Mais quand tu t'inscris, tu as un rendez-vous avec une conseillère. Et vous vous rappelez, avant d'aller au Japon, j'avais une conseillère, mais franchement, elle était éclatée au sol. Hein. Tu sais, elle m'obligeait à aller à des ateliers CV. Il faudrait que je vous en parle de ces ateliers CV de merde dans une autre vidéo. Mais franchement, c'est du foutage de gueule. Mais là, quand je suis revenu d'Australie, j'avais une conseillère. Je m'en rappelle, elle s'appelle Naïma. Donc tu vois une maghrébine encore une fois. Donc là, Jalil, un Algérien, et là, ma conseillère, c'était une maghrébine. Et elle, donc je vais faire l'entretien avec elle. Et moi, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi vous trouvez pas de taf. Ça va, vous avez l'air d'être quelqu'un de réfléchi, tu vois. Tu sais, en gros, elle m'a rassuré, la meuf. Je disais, bah, putain, alhamdoulilah, tu vois, je suis pas un con. Elle te dit, non, ça va, vous parlez bien, vous avez l'air de savoir réfléchir, machin, il devrait pas y avoir de problème. Et elle m'a pas mis des ateliers CV de merde. Elle m'a parlé d'un programme, elle me dit donc voilà, il y a un programme qui vient d'être mis en place, c'était la première fois qu'ils le mettaient en place en France. Hein. Et ça s'appelle POEI, donc Préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et donc elle m'explique que c'est une formation intensive de 3 mois, et le truc fou avec cette formation, c'est qu'à la fin, tu as un CDI garanti. Donc en fait, c'est des entreprises dans l'IT qui galèrent à recruter des devs, donc ils font ce genre de formation qu'ils financent, donc pendant 3 mois dans ce qu'ils recherchent, et à la fin, tu as un CDI dans l'entreprise. Donc elle me parle de ça, je postule pour une première formation, je passe les entretiens, et tu vois, les entreprises, elles savent très bien qu'on est débutant, tu vois, que nous, on n'a pas fait d'études dans l'informatique. Donc les entretiens, ils vont pas te poser des questions pièges par rapport à ça. Les entretiens, c'était plus des tests psychotechniques. Tu vois, avec les cartes, les dominos, les suites de nombres, il faut que tu trouves la suite, tu vois, ce genre de truc, je déteste, tu vois. Mais bref, je le fais, ça se peut, je le réussis, tout se passe bien, franchement, j'étais à peu près sûr d'être pris. Et là, je reçois la réponse une semaine après, recalé. Je me dis, putain, retour à zéro, tu vois. J'étais là, je savais pas quoi faire. Et là, encore, ma conseillère Pôle emploi, elle m'envoie un message, elle me demande alors comment ça s'est passé. Franchement, je vous jure, j'ai eu la chance de tomber sur une conseillère comme ça. Hein, parce que je sais que c'est vraiment rare à trouver. Hein. Donc d'ailleurs, si vous avez un conseiller Pôle emploi de merde qui s'en fout de vous, n'hésitez pas à changer. Hein. Vous envoyez un message, oui, je veux changer de conseiller, tu vois. C'est ton avenir. Hein. C'est toi qui décides, tu vois. C'est ta vie qui est en jeu là.
Et là, franchement, j'ai eu de la chance avec cette conseillère. Donc, elle m'envoie un message. Comment ça s'est passé l'entretien? Je lui dis, ouais, ça s'est raté, machin. Et elle me dit, il y a une autre formation, toujours une POE pour une autre entreprise. Il reste une place. Elle me dit, vous pouvez les contacter à cette adresse mail. Elle m'envoie l'adresse mail. J'envoie un message. C'était en plus 2, 3 jours avant Noël. Hein. Ça devait être le 22 ou le 23. Tu vois, après, tu as les vacances de Noël, fin d'année, ça ferme, il n'y a plus rien. Donc là, c'était vraiment ma dernière chance. J'y vais. C'était à Lyon, c'était à CGI pour ceux qui connaissent Avez. Et je fais l'entretien avec le directeur technique de CGI Lyon. Et je lui dis, voilà, je lui explique mon parcours. Je lui dis, ah, j'ai commencé à me mettre à apprendre le Java par moi-même. Parce que la formation, moi, c'était vraiment une formation Java. Et je lui dis ça, et il me dit, ah ouais, machin et tout. Il me pose une question, je me rappelle la question qu'il m'avait posée à l'époque. Il m'a demandé, c'est quoi le polymorphisme? Ça, c'est un truc en Java. Et je l'avais lu ça sur Open Classroom, donc j'ai su lui répondre, tu vois, je me suis dit, putain, heureusement que j'ai fait ce putain de cours. Hein. Donc je lui réponds, je lui dis ça, et l'entretien se passe bien, j'ai pas eu de test psychotechnique, rien du tout. Hein. Parce qu'en fait, il restait qu'une seule place, et il fallait vraiment clôturer le truc avant les vacances de Noël. Donc je suis vraiment arrivé au bon moment, et le lendemain, il m'envoie un message en me disant, voilà, vous êtes accepté à la formation, ça commence le 3 janvier, tu vois. Et là, franchement, j'étais au top, je voyais enfin le bout du tunnel, tu vois. Je suis là, je sais qu'après, t'as les vacances de Noël, tu passes des vacances serein, tu vois, t'es tranquille, tu sais qu'à la rentrée, t'as un truc, tu vas arrêter de galérer, ça faisait 2 ans, je foutais rien. Donc là, je savais qu'à la rentrée, j'allais enfin avoir un truc formation. Donc là, ça arrive, le 3 janvier, on commence la formation, et en plus, cette formation, t'es financé, hein. Si t'as pas de revenus, t'as rien, je crois qu'ils nous donnaient 750 € par mois. Et t'avais même 2 meufs dans la formation, elles n'habitaient pas à Lyon, et il me semble que Pôle emploi leur donnait un budget pour des nuits Airbnb en semaine. Donc vraiment, tu sors rien de ta poche, tu vois. Tu fais la formation, par contre, la formation, elle est vraiment, vraiment intensive. Hein. C'est un truc de malade, tu vois. Vu que c'est des entreprises qui gèrent la formation, ils vont droit au but, en fait. Ils ne perdent pas de temps à t'apprendre des choses inutiles que tu vas jamais utiliser en entreprise. Tout ce que tu apprends, c'est ce que eux-mêmes utilisent déjà en entreprise. Donc au début, tu sais, ça commençait doucement. HTML, CSS, SQL, base de données, Angular, GitHub, et après Java pendant un mois complet. Mais je vous jure, c'était vraiment intensif. Hein. On était peut-être une dizaine, c'était dans une salle. Donc dans un centre de formation, il y avait un ordinateur sur chaque table et voilà, tu sais, t'as un formateur, toutes les semaines, ça change. Et il te dit, il t'explique quoi, comment faire, voilà, t'installes ça, ça marche comme ça et tout. Et à la fin de chaque mois, t'as un test. Mais c'est pas des tests éliminatoires. En fait, c'est un test continu sur la durée. Et pour vous dire ce que c'était, moi le test, je me rappelle, c'était de faire un site pour un tournoi de tennis. Donc c'est le sport de raquette. Donc le premier test, il fallait faire tout le front. Donc HTML, CSS, on avait le design template Figma machin, tu reproduis le design en HTML, CSS. Après le deuxième cours, il fallait implémenter le back-end, base de données. Et le troisième cours, il fallait implémenter toute la logique. Tu vois, si tu sélectionnes la date le samedi 10 janvier, c'est Rafael Nadal contre Federer, tu vois, des trucs comme ça. Et donc à l'issue de ces 3 mois-là, une fois que c'est terminé, t'as donc le directeur là de l'entreprise qui arrive et là t'as un entretien individuel, mais c'est pas un entretien en fait. Il nous prend, enfin on a un rendez-vous chacun notre tour dans un bureau séparé avec lui et le directeur technique. Et là en fait ils te font une proposition d'embauche. Et donc avec un salaire, voilà, lui il va avoir 28 000, lui 30 000, 32 000 en fonction de l'expérience de chacun, de l'âge de chacun, des trucs comme ça. Et là il te dit voilà on propose tant, t'acceptes ou pas. Mais il propose un CDI à tout le monde. Après libre à chacun d'accepter ou pas. Et moi, à cette époque, je m'en foutais du salaire. Je crois qu'il m'avait proposé 28 000 € brut annuel. Donc ça faisait l'équivalent de 1 700 €, tu vois, c'était que dalle. Moi, franchement, même 1 200 € j'aurais accepté. Là, je m'en foutais du salaire, tu vois. La France, moi, je voyais pas ça comme un pays pour gagner de l'argent. La France, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est uniquement pour les compétences. Donc j'accepte le truc. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'aussi, il nous disait, vu qu'il savait que la formation était intensive, voilà, vous voulez commencer quand? Et tu sais, t'avais des mecs d'éther, ouais, je commence le lendemain, le lendemain, ils allaient bosser. Moi, j'avais pris 2 semaines, t'en as, ils avaient pris un mois de congé, ouais, je peux commencer dans un mois, ouais, pas de problème, dans un mois et tout. Mais tu vois, t'avais ton CDI garanti, franchement, t'es serein, tu vois. Moi, j'étais encore à l'époque dans le mode,
euh, tu sais, le French Dream, tu vois. Le CDI, c'était le Saint Graal à l'époque, tu vois, en France. Et je sais que pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, avoir un CDI en France, sachant que c'est de plus en plus dur, t'en as, c'est leur objectif, tu vois. C'est le CDI, t'es là, t'es à l'abri, tu sais, t'es tranquille, t'es serein. Et moi, j'étais dans ce mode-là à l'époque. Donc là, voilà, je commence le travail. C'était en avril, début avril, un truc comme ça. Et là aussi, coup de la providence, destin, vous l'appelez comme vous voulez, je tombe sur une équipe où on était 15 développeurs, tu sais, c'est des open space. Et dans mon équipe, t'avais des mecs super bons, mais vraiment super bons. Je m'en rappelle, juste à ma gauche, t'avais un mec qui s'appelait Alexis. Derrière moi, t'avais un Sénégalais, il s'appelait Pape. T'avais un Guinéen, il s'appelait Amadou. T'avais vraiment de tout, mais franchement, des mecs bons, compétents, tu vois. Donc, le truc, c'est que quand t'es entouré de mecs excellents comme ça, t'apprends super vite. Mais vraiment, tu fais une montée en compétences de malade. Je partais de zéro en plus, hein. Donc, je suis là, au début, les premières semaines, j'ai fait un petit peu de Java et après, ils m'ont mis sur Angular. Angular, je connaissais vraiment que les bases. On avait fait qu'une semaine de formation Angular. Mais Alexis, lui, il était expert Angular et il était juste à côté de moi. Donc, tu vois, tu imagines, tu codes et à chaque fois que j'ai une question ou un truc, t'as juste à tourner la tête, tu lui demandes, il t'explique le truc en 5 minutes, ça te fait économiser des heures de recherche de travail. Et voilà, et tu progresses super, super vite, c'est un truc de malade. Et là, je me rappelle, même pendant cette période-là, je vous jure, les gars, je me rappelle, moi et le mec à ma droite, cette fois c'était Amadou, hein, je crois que c'était un Guinéen lui, on restait jusqu'à 22 heures. Et lui, il était dans le même état d'esprit que moi. Il m'a dit, moi, je veux juste devenir expert dans mon truc. Tu vois, lui, il faisait du Java et du Centura, je crois, un vieux truc. Mais bref, on restait jusqu'à 22 heures tous les jours. Pour vous dire, c'était le mec de la sécurité à 22 heures. Il venait, il nous disait, on va fermer le bâtiment, là, il faut y aller, tu vois. On était les deux derniers à rester dans le bâtiment. Mais on bossait en plus, hein, on restait pas à papoter, hein. Donc comme ça, tous les jours, pendant 2 ans. Et je te jure, quand tu codes 8 heures par jour pendant 2 ans, t'es obligé de devenir expert. Surtout quand t'es entouré de mecs experts aussi, t'es obligé de devenir expert à ton tour. Donc là, voilà, ça faisait 2 ans à cette époque-là que je travaillais comme développeur. Et à cette époque-là, j'avais mon beau-frère qui, lui, travaillait en Suisse. Et c'est lui qui m'a parlé de la Suisse pour la première fois. Enfin, pour la première fois, je savais que les salaires étaient plus élevés en Suisse, mais j'étais pas encore en mode de partir aller travailler en Suisse. Et il me dit, ouais, vas-y, tente la Suisse et tout, il recherche. Et je lui dis, ouais, vas-y, je fais comment? Il m'a dit, mets juste ton CV sur JobUp et là-bas, t'as toutes les offres. En plus, j'en avais un petit peu marre là de gagner 1700 euros. Tu peux rien économiser. Franchement, c'est nul, tu vois. Donc, vas-y, je mets mon CV sur JobUp et en parallèle de ça, je commence aussi à chercher du travail en France, tu vois, pour assurer mes arrières. Au cas où je trouve pas en Suisse, je peux quand même trouver en France. Et à cette époque-là, j'avais juste mis mon CV sur monster.fr. Donc ça, c'était pour la France. Et je vous jure, tu recevais 4-5 appels par jour. Si sur ton CV, tu mettais Angular, Java, tous les jours, ta messagerie, elle était pleine. À la fin, les recruteurs ne pouvaient même plus laisser de messages. Donc vraiment, tu avais l'embarras du choix pour vous travailler. Et même là, donc j'avais chopé un taf à Lyon-Pardieu cette fois. Je sais plus si c'était 2300 ou 2500 euros mensuels. Et j'avais signé le contrat, hein. Donc j'avais signé le CDI. Voilà, j'étais censé commencer dans 2 semaines. Donc j'avais signé, machin. Mais j'avais aussi mon CV sur JobUp en même temps. Et le truc avec JobUp, c'est que j'ai jamais postulé directement. Je vous ferai une vidéo dédiée à la Suisse. Mais en fait, moi, dans mon cas, c'est que tu as des chasseurs de tête, donc des entreprises de placement, en fait, qui récupèrent ton CV et qui, eux, vont envoyer ton CV à des clients finaux. Et si ces clients-là sont intéressés par ton profil, le mec te rappelle, oui, je vous ai décroché, il y a telle entreprise qui est intéressée par votre profil, vous êtes disponible quand pour un entretien et tout. Donc là, tu donnes tes dates. Et donc là, tu vas faire l'entretien. Et en plus, c'est bien, tu vois, Lyon, c'est juste à côté. Tu prends le train, c'était 1 heure et demie. Le mec de l'agence de placement vient te chercher en voiture, il t'emmène faire l'entretien, il te ramène à la gare et tu rentres chez toi. Et eux, bien sûr, ils se prennent leur gratte, tu vois, ils se prennent 15 ou 20% de ton salaire annuel la première année. Donc au total, en Suisse, j'ai fait 5 entretiens, je crois. Et donc après, je crois que ça m'a pris 2 semaines à trouver. Ouais, en 2 semaines, finalement, il y a l'entreprise qui me rappelle, oui, voilà, on aimerait bosser ensemble et tout. Donc tu vas, tu signes le CDI. Et là, je recontacte la boîte que j'avais trouvée en France, avec qui j'avais signé le CDI. Je les appelle, je dis, ah, finalement, je viens pas, j'ai trouvé en Suisse.
La meuf, elle était cool, hein, elle a dit: «Ouais, je comprends», elle m'a dit: «Bon, faut juste vous pouvez juste nous envoyer une lettre de démission», tu sais, vu que j'avais signé. Du coup, j'envoie une lettre de démission alors que j'ai jamais travaillé là-bas, donc j'envoie ma lettre et je vais en Suisse. Et là, maintenant, je vais vous dire mon salaire en Suisse, si je me souviens, c'était 85 000 annuels. Mais je vais parler en mensuel net ce que je recevais sur mon compte. Je crois que c'était 5 500 francs net par mois. Les francs euros, c'est à peu près la même chose, tu vois, c'est du 1-1. Donc, on va dire 5 500 euros par mois. Donc là, imaginez, je suis passé de 1700 à 5 500. C'était un truc de malade pour moi. Et là, tu payes ton loyer, tu payes l'assurance maladie. Tu vois, l'assurance maladie, je payais 500 francs par mois. Mon loyer, il était à 750. L'électricité, Internet, machin, je payais 50 balles. Et bref, tous les mois, tu économises 3000 balles, 3000 euros. Tous les mois, tu économises 3000 euros. Quand tu as payé ta bouffe, ton loyer, ton assurance, machin, tous les mois, 3000 euros. Bim, bim, bim. Donc, je vous jure que la Suisse, c'est une dinguerie, les salaires, tu vois. Et là encore, c'est pas un salaire énorme, hein, 85 000 annuels, hein. Parce que là, j'étais pas dans la finance, hein, mais quand j'avais passé des entretiens à Genève ou à Lausanne dans des banques privées ou bien des banques cantonales, machin, les salaires, c'était des 100 000, 115 000 annuels. C'est énorme. Tu sais, t'es là, le mec te dit tu veux combien et toi, tu vois, t'as encore une mentalité de français. Il te dit ouais, quelles sont vos exigences salariales? Tu te dis 100 000. Et tu sais, faut que tu le dises avec un ton, genre c'est normal. Mais dans ma tête, je me disais putain, c'est une dinguerie, tu vois, 100 000 balles par an, tu vois, les 6 chiffres. Et donc là, je fais ça, je travaille, t'économises 3000 balles par mois, franchement, ça va vite, hein. Mais en plus, moi, j'économise, je l'investissais mon argent. Après, je le laissais pas dormir sur le truc. Donc t'as ça, t'as ton troisième pilier pour la retraite aussi. Que la Suisse, en fait, c'est toi-même qui te fais ta retraite, tu vois. Si tu travailles tous les mois, tu as un prélèvement qui est fait et quand tu pars à la retraite, ils te le rendent. Ou quand tu quittes le territoire suisse aussi, tu peux le récupérer ce montant-là. Donc voilà, tu es là à 3000 balles, tu économises 3000 par mois et tout. Et donc là, je suis resté dans cette entreprise pendant 2 ans et demi ou 3 ans, je me rappelle plus, je crois 2 ans et demi, un truc comme ça. Et après, comment j'ai trouvé mon travail en freelance? Là, je suis passé de CDI en France, CDI en Suisse à freelance. Et je vais vous dire comment j'ai trouvé freelance. Je m'en rappelle, c'était un week-end. J'étais chez moi en Suisse. Tu sais, je rouillais, tu vois, parce que Suisse, c'est bien, mais tu sais, tu connais personne. Des fois, tu t'ennuies un petit peu, tu restes chez toi, tu traînes sur Internet. Et vu que j'investissais mes revenus tous les mois, ce que j'économisais, j'étais sur un site d'investissement, tu vois. C'était un fonds privé, tu pouvais investir tes gens et tout. Donc vas-y, je vais regarder combien j'ai et tout. Et là, dans l'URL, je vois le slash. Tu vois le symbole slash que ça, tac, tac. Et vu que moi, je code en Angular, je sais que Angular, par défaut, si tu laisses le truc par défaut, dans l'URL, t'as un slash. T'as un dièse. C'est pas slash, c'est le dièse. T'as le symbole dièse. Donc j'ai dit, putain, ils l'ont fait en Angular, le site. Et vraiment, juste par curiosité, j'ouvre la console sur Google Chrome, tu vois. La console, c'est quand tu vas paramètres, outils de développement, t'affiches le truc, tu vois, ça t'ouvre un truc. Et en fait, tu peux voir le code source du site sur lequel tu es. Et moi, c'était vraiment par curiosité, tu vois, un vrai geek, tu vois. J'ai dit, ah tiens, je vais voir comment ils l'ont codé le site. Donc je suis là, je commence à regarder et je vois que le code, il est en clair, tu vois. Ils ont laissé pour les développeurs le source map à trous. Donc tu pouvais voir tout le code en clair. Avec les commentaires des développeurs et tout, hein. Donc je regarde et tout, et à un moment, je vois les trucs de rôle. Je mets point d'arrêt, tac, et je me donne le rôle admin. Je vous passe les détails, peut-être tu mets ton point d'arrêt, tu te mets le rôle admin. Et là, je vois un menu qui apparaît admin sur le site, hein. Je clique dessus, liste de tous les utilisateurs. Je vois un truc, télécharger la liste de tous les utilisateurs. Un bouton qui s'affiche, je clique dessus. Et là, ça me télécharge un Excel avec la liste de tous les utilisateurs du site. Il y en avait 3000, un truc comme ça. Donc, tu avais nom, prénom, adresse, montant investi, adresse mail, machin, tu avais tout. Il y avait mon nom aussi, bien sûr, vu que j'étais client. Donc, j'envoie un message au site. J'avais le contact du CEO du truc. Je lui envoie un message. Ouais, j'ai trouvé une faille de sécurité sur votre site. Ça serait bien de la corriger, machin. Ça vient de, voilà comment tu leur dis comment tu as réussi à trouver le truc. Voilà les étapes que j'ai suivies. Tac, 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 tac. Voilà, donc corriger le truc parce que ça peut être risqué, tu vois. Moi, je vais rien faire avec la liste des clients. Mais quelqu'un de mal intentionné, il peut très bien contacter les clients. Il sait que ces clients déjà sont intéressés par la finance ou ce que tu veux. Donc le mec peut dire je vais monter ma boîte et les contacter ces clients-là, par exemple. Donc je lui envoie ça, il me dit ouais merci, c'est cool truc. Et voilà, je passe à autre chose. Je continue ma vie et tout. Et 2 mois après,
il m'envoie un message, il me dit, on aimerait lancer un nouveau service et on recherche un développeur parce que le développeur actuel veut partir et tout. Est-ce que tu es dispo? J'ai dit oui directement, tu vois. Et je suis là, il me dit, ok, cool, c'est quoi ton TGM, tu vois, le tarif journalier, combien il te paye par jour? Et moi, je connaissais rien, tu vois, j'ai jamais fait freelance de ma vie. Donc, je regarde rapidement et tout, et je lui dis 500 euros par jour. Il me dit oui directement, tu vois. Et je suis là, je me dis, putain, j'aurais dû dire 600, ça serait passé, tu vois. Quand il me dit ouais directement, c'est que t'aurais pu dire plus. Mais bon, trop tard, j'ai dit 500, c'est pas grave. Donc là, les gars, t'imagines, je suis passé de 1700 à 5500 à 500 par jour. 500 par jour, limite, c'est ce que je touchais en un mois avant d'aller au Japon. C'était mon chômage, c'était ça. Mais pour moi, c'était un truc de malade. Donc là, ça te faisait des salaires à 8500, 9000 euros par mois. Et en plus, c'était du full remote, le truc. Donc là, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'avais mis mon appartement en sous-location en Suisse, que j'avais commencé à voyager un petit peu partout. J'étais même pas encore installé au Vietnam à ce moment-là. J'avais fait Dubaï, Maroc, euh, Europe. J'étais parti où d'autre? Égypte. Tu vois, bref, je bougeais, mais je restais longtemps dans le pays. Tu vois, je restais 3 mois, 6 mois, ça dépendait. Et je bossais à distance. Et en plus, je vous ai pas dit, mais moi, dès le début, donc à la fin de ma formation, pour moi, le travail de développeur, c'était un moyen de s'émanciper du salariat, tu vois. Je me suis dit, je te jure, avant de savoir coder, les développeurs, je me disais, putain, la chance, le mec peut tout faire. Il peut faire un site internet, il peut faire une application mobile, il peut faire une SaaS, il peut faire ce que tu veux tout seul dans sa chambre. Tu vois, t'as pas besoin d'être dans une entreprise, tu as juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet et tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'était ça l'objectif, c'était vraiment de monter un business en ligne. Je suis pas en train de parler de dropshipping, de e-commerce et merdelin. Non, moi, c'était vraiment un truc, une application mobile, une SaaS, un site internet, un truc que tu codes toi-même et après tu te rémunères comme ça. Donc, dès le début, dès que j'ai fini ma formation, j'ai commencé à apprendre à faire des applications mobiles. Et au total, toutes ces années-là, donc que ce soit à Lyon, Suisse, freelance, je bossais sur mes applications mobiles. J'ai dû en faire une cinquantaine. Dans les 50, t'en as peut-être 3 qui m'ont rapporté de l'argent. Et dès que j'étais en Suisse, t'en avais une vraiment qui commençait à percer sur les stores. Donc là, je crois que je dois être à 2,5 millions de téléchargements. Et là, donc tous les mois, cette application-là, elle te rapporte entre 1000 et 2000 euros par mois. Ça dépend. Donc là, en plus de tout ça, j'avais ces revenus passifs des applications mobiles qui commençaient, enfin, qui tombaient tous les mois. Et là, c'était vraiment passif. T'avais rien à faire. Tu vois, tu sors ton application et tous les mois, ça tombe. Et donc là, voilà, je fais mon taf toujours en freelance pour cette société à 500 euros par jour. Après, bon, t'enlèves les taxes, les machins, mais franchement, t'économises 5000 balles par mois, tu vois, c'est énorme. C'est un truc de fou, tu vois. T'économises ça tous les mois. Après, je dépensais beaucoup. Parce que ça aussi, je l'avais déjà vu dans les vidéos avant, et avant de gagner de l'argent, j'y croyais pas, tu vois. Mais t'avais plein de mecs qui t'expliquaient que quand ton niveau de revenu augmente, euh, ton train de vie augmente aussi. Et moi, je me disais, mais non, moi, jamais de la vie, tu vois. Même si je gagne 10 000 balles par mois, je vais toujours vivre comme je vivais avant. Mais en fait, ils ont raison. Je te jure, tu t'en rends compte, tu vois. Dès que tu commences à gagner, tu vas plus dans des hôtels à 10 balles. Tu vas pas non plus dans des hôtels à 100 euros la nuit. Mais tu vois, tu commences à aller dans des hôtels à 50 euros la nuit, tu vois. C'est plus confortable, c'est plus machin. Euh, genre, au lieu de prendre le métro, tu te dis, vas-y, je prends un Uber, c'est pas grave. Tu vois, donc ton niveau de vie, il monte un petit peu. C'est pas un truc de fou, mais tu dépenses un peu plus chaque mois quand même. Donc là, voilà, je bosse pour cette entreprise en start-up comme freelance pendant 2 ans. Après, bon, c'est une start-up, comme toutes les start-up, bah, ils se pètent la gueule un jour ou l'autre. Il y en a pas beaucoup des start-up qui survivent. Et quand ils se pètent la gueule, bah voilà, tout s'arrête, tu vois. Ils virent tout le monde, les gens partent, machin, il y a plus personne, ils mettent la clé sous la porte et on passe à autre chose. Mais moi, franchement, j'avais déjà pas mal économisé à ce moment-là. Parce qu'en plus, tout l'argent que j'avais, je l'investissais. En général, je l'investissais, c'était toi en bourse, tu sais, ETF, machin, des trucs comme ça, ou en crypto. Et en crypto, franchement, c'est risqué de ouf. Crypto, les gars, j'ai perdu des 50 000. Tu sais, en un jour, moi, le Luna, il m'a saigné. Le Luna, en un jour, j'ai perdu 50 000 euros. Voilà, qui sont tombés comme ça. Mais ça, c'était pendant que je bossais. Donc, ça fait chier. Mais après, tu réinvestis en bear market, ça remonte, machin. Donc, au final, moi, sur les cryptos, je suis gagnant. Mais voilà, et après, t'as la bourse aussi, t'es gagnant. Genre, pendant le Covid, t'investis. Tu vois, moi, je me rappelle, j'avais investi Airbus pendant le Covid. Putain, pourtant, j'y connais pas grand-chose. Mais tu vois, t'es là, tu vois qu'Airbus se pète la gueule, il y a plus de vol. Tu dis, tu sais, c'est quand le sang coule dans les rues que t'investis. Donc, c'était là, j'ai investi, ça avait fait une belle plus-value.
Mais là, je suis principalement exposé bourse, crypto, mais là, j'ai vraiment un profil beaucoup plus conservateur, tu vois. Je prends pas des risques de malade comme je prenais avant. Tu vois, dès que tu commences à avoir un certain montant, tu fais attention. Et donc là, voilà, je termine cette mission freelance. Je reste encore en Suisse pendant quelques mois. Il me restait encore, parce que le permis B, c'est 5 ans, donc il me restait quelques mois, je suis là, je fais mes démarches, je viens pour rendre l'appartement. En Suisse, quand tu rends un appartement avant son terme, c'est à toi de trouver un autre locataire. Donc je suis là, je mets les annonces, je fais les visites, tu règles tes papiers, tu vois, tu remplis le formulaire comme quoi tu quittes la Suisse, tu règles ta retraite, des trucs comme ça. Et après, c'est à ce moment-là que je suis allé au Vietnam. Et là, au Vietnam, bah, en fait, j'ai vu que mes applications mobiles, typiquement, ça me rapportait 2000 balles par mois, entre 1000 et 2000, ça dépend des mois. Les mois où ça rapporte le plus, en général, c'est septembre, décembre, janvier, tu vois. Après, le reste de l'année, ça te rapporte quand même, mais pas autant. Donc, si tu lisses à l'année, on va dire 1500 par mois, et 1500 par mois au Vietnam, ça suffit large. Plus mes investissements que j'ai à côté, mais ça, j'y touche pas. Et en plus, je fais quelques missions freelance de temps en temps et je continue à faire des applications mobiles. Parce que même ça, je lâche pas l'affaire, tu vois. Là, je suis à plus de 50, c'est sûr. Et il y en a que deux qui rapportent de l'argent. Mais bon, tu tentes parce que le truc avec ces applications mobiles, c'est que le jour où il y en a une qui perce, mais vraiment bien, ça peut rapporter énormément d'argent. Et en plus, t'as pas de concurrence comme tout ce qui est dropshipping, e-commerce, où tout le monde fait ça, tout le monde pense gagner 10 000 balles par mois. Je sais que c'est pas vrai, mais tu sais, les gens, ils ont besoin de croire en quelque chose encore. Donc, je les laisse, tu vois. Et moi, ça m'arrange en même temps. En plus, tu sais, t'as pas beaucoup de concurrence, donc tu fais tes trucs. Et en plus, je fais des missions freelance, que ce soit sur Upwork ou quoi. Mais là, vu que moi, c'est du 100% de remote, et qu'en plus, je suis à l'étranger, tu vois, c'est des missions qui vont durer 1, 2 semaines. Tu vois, c'est des petits trucs, genre le mec, il a son application mobile, il va te dire, voilà, j'ai cette page qui marche pas, on n'arrive pas à comprendre d'où ça marche, d'où ça vient. Donc là, tu vas, t'investis le code, tu cherches, tu trouves, tu leur corriges. Ou bien des fois, c'est juste du test, hein. J'en ai plein qui me contactent uniquement pour du testing, hein. Donc le mec, il a son site, il a une SaaS, il a une application mobile, il te dit, voilà, j'aimerais lancer ça, est-ce que tu peux la tester? Oui, je la teste. Et là, tu testes son truc pendant 2, 3 jours. Et il te donne, je sais pas, à la journée, moi, mes trucs, c'était 150 euros, je crois, un truc comme ça. C'est pas énorme, hein. Mais encore une fois, je suis au Vietnam, tu vois. Je suis au Vietnam et j'ai plus envie de bosser autant qu'avant parce que je vous ai pas dit, mais France, que ce soit France, Suisse, freelance, et les gars, j'ai charbonné de malade. C'était vraiment, je passais ma vie sur l'ordinateur. Du matin au soir, je suis là, je code. Je fais que ça, t'as pas de vie sociale, t'as rien. Donc j'ai fait ça pendant 5, 6 ans. Franchement, et au bout d'un moment, c'est bon, t'as plus envie de bosser autant. Donc là, franchement, j'ai beaucoup levé le pied et je le fais vraiment de temps en temps. Et surtout, je bosse sur mes projets à moi. Donc allez, on passe à la conclusion. Donc là, je vous ai montré mon parcours. J'espère que la vidéo sera pas longue. Putain, 40 minutes déjà, c'est énorme. Je vais essayer de faire des cuts. Et mais pour résumer, je dirais que moi, les deux événements qui ont changé ma vie, on va dire, c'est d'être parti au Japon, d'avoir rencontré cet Algérien qui m'a conseillé de faire du Java. C'est ma conseillère Pôle emploi, donc Nerima, qui m'a conseillé aussi, qui m'a parlé de cette POE, qui m'a donné les contacts, qui m'a pris au sérieux. Tu vois, elle m'a pas traité comme un sec-pas, c'est elle. C'est mon beau-frère à l'époque aussi qui m'a dit d'aller en Suisse. Sinon, franchement, j'aurais pas spécialement pensé à la Suisse. Et après, ben voilà. Donc, tout ça pour résumer, franchement, c'est l'environnement qui fait tout. Je vous jure que juste les personnes que vous allez rencontrer, ça peut changer votre vie, un truc de malade, sans que vous vous en rendiez compte. Mais après, je sais que c'est facile à dire, tu vois. Mais voilà, moi, Jelly, c'était au Japon que je l'avais rencontré, c'était pas en France. En France, je l'aurais jamais rencontré. Là, ma conseillère Pôle emploi, ça aussi, c'était le coup du hasard. C'est pas moi qui ai voulu aller, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, tu as sûrement une part de chance aussi dans ce qui m'est arrivé. Enfin, chance, destin, vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois. Mais voilà, l'environnement, ça reste vraiment la chose la plus importante pour moi. Si jamais vous voulez évoluer dans votre vie, choisissez bien votre entourage. C'est vraiment super, super important. Donc voilà, ça c'est mon témoignage. Là, j'ai un autre témoignage de prévu. Cette fois, c'est un mec qui est parti au Canada avec toute sa famille. Euh, donc là, il va essayer de nous résumer son parcours. Je suis en train de préparer les questions que je vais lui poser. Je vais essayer de poser des questions pertinentes. Pas des questions pièges, hein. Moi, je suis pas dans ce mode-là, hein. Vraiment, moi, les interviews que je vais faire là, ou bien même mon témoignage, moi, l'objectif, c'est je me dis, en fait, quand je fais mon interview là, c'est comme si je me parlais à moi d'il y a 10 ans, tu vois.
Je suis là, je me dis, voilà, je regarde, t'as un mec comme moi en France, il est là, il est un petit peu perdu, il galérait comme moi à l'époque. Peut-être qu'il va voir mon témoignage et peut-être que ça va le motiver. Et je pense vraiment que ça peut aider beaucoup de gens, ça. Parce que sur YouTube, t'as des interviews, mais c'est soit du fake, soit les mecs vont te sortir des montants de malades. Tu sais, et c'est là où bien ils te disent pas tout, tu vois. Tu sais, t'es là et quand tu creux, tu dis, ah, mais en fait, il avait un contact, il avait du réseau, il avait ça. Tu vois, et il en parle pas. Donc moi, là, j'ai vraiment essayé d'être transparent. J'espère que ça va aider du monde. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.